Bonjour à tous et merci d'être présents sur la chaîne d'Écho de l'Écho. Aujourd'hui, je reçois Hélène Banoun à l'occasion de la sortie de son livre La science face au pouvoir. C'est aux éditions Talma, Studio Talma. Merci Hélène d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors moi, je suis pharmacien biologiste. Ça veut dire que je suis pharmacien avec les diplômes qui permettent de diriger un laboratoire d'analyse médicale, ce que j'ai fait en remplacement il y a assez longtemps. Je suis à la retraite. Je n'ai jamais travaillé pour l'industrie pharmaceutique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt et je suis retravaillée bénévolement en tant que chercheur indépendante sur la virologie et spécialement la crise Covid. Et donc, j'ai publié dans des revues internationales sur le virus, la maladie Covid et les vaccins. Voilà. Bien, moi pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Chaillot, je suis statisticien et moi aussi j'ai publié un livre qui s'appelle Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels et c'est aux éditions L'Artilleur où le livre de poche vient de sortir dernièrement. Du coup, Hélène, on se connaît depuis qu'on a commencé à participer au CSI où j'ai été invité plusieurs fois et puis du coup c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à discuter, à se connaître. Je suis vraiment très content que tu acceptes qu'on discute de ton livre, que j'ai lu avec assiduité, hein. J'ai mis des marque-pages à peu près partout. J'ai beaucoup de questions à te poser. Et la première chose que je trouve extrêmement intéressant, c'est que quand tu lances ton introduction, tu te présentes et tu te situes, on va dire, dans les théories scientifiques auxquelles tu adhères, et notamment la théorie de l'évolution. Et ça, je trouve ça, il y a très peu de monde qui le fait. Je suis même pas sûr de savoir le faire pour moi-même, en fait. Je sais même pas si je crois à une théorie spécifique, ou plutôt, si je ne crois pas à des théories que ça change quelque chose. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire que tu te bases sur la théorie de l'évolution dans l'analyse que tu as? C'est pas que je crois ou je crois pas à la théorie de l'évolution, elle est maintenant acceptée partout en biologie, mais malheureusement, elle est très peu utilisée au niveau pratique par les biologistes. Et donc, le fait que la vie évolue sans arrêt, ça nous aide à comprendre la biologie, en fait. Et on devrait beaucoup plus s'appuyer sur la théorie de l'évolution pour comprendre les mystères de la biologie. Et voilà, donc j'ai essayé, moi, de l'utiliser pour comprendre l'évolution du virus. Mais j'avais déjà commencé à revenir à la biologie par la théorie de l'évolution que j'étudie depuis 25 ans environ, quoi. C'est ça qui m'a fait revenir à la virologie et particulièrement par rapport à la vaccination au rougeole, à me poser la question, mais qu'est-ce que fait la vaccination sur l'évolution du virus naturel de la rougeole, voilà. Et donc j'étais préparée à m'intéresser à l'évolution du virus de la Covid quand il est sorti, quoi. Alors, sauf erreur de ma part, hein, étant donné que je suis pas du tout un spécialiste de la théorie de l'évolution, mais il me semble qu'il y a quand même un certain nombre de branches qui existent avec des gens qui sont pas d'accord au sein de la théorie de l'évolution. Il y a aussi des choses en évolution au sein de la théorie de l'évolution avec des concepts qui changent. Au début, il y avait la théorie, on va dire presque pure initiale, qui disait que il y avait un espèce de continuum entre toutes les espèces et qu'on arriverait toujours à trouver l'animal qui faisait la différence entre deux espèces différentes et qui formerait la continuité. Et ça a été abandonné plus tard. Puis même récemment, il y a des choses qui ont changé très très récemment avec l'étude des ossements de dinosaures, disant que avant la théorie de l'évolution, il y avait des gens qui disaient que les animaux, les grands animaux à plumes et ailes, comme les autruches et émeux, c'était des animaux qui volaient auparavant, enfin qui avaient des descendants qui volaient et qui avaient perdu l'aptitude à voler. Et a priori, des ossements très anciens qui ont été découverts récemment disent que bah non, finalement, on change l'explication et que finalement, ce sont des animaux qui n'ont absolument jamais volé. Donc même au sein de la théorie de l'évolution, d'ailleurs, qui est une théorie, mais même à l'intérieur, il y a différentes branches. Et du coup, selon la branche à laquelle tu adhères, à laquelle tu participes, est-ce que ça change quelque chose à ton regard que tu as sur la vision de la crise et sur la virologie? Non, je pense pas. La théorie de l'évolution, voilà, c'est Darwin qui l'a produite. Et si tu veux, même s'il y a des choses qui sont remises en question, en effet, l'uniformitarisme et le fait qu'il y ait des petites variations qui aboutissent à des changements d'espèces, tout ça, ça a été remis en question par Stephen Gould. Mais la base de la théorie de l'évolution, que toute la vie est apparue sur Terre il y a des milliards d'années et que tous les organismes vivants sont liés entre eux par la phylogénie, par une descendance, quoi. Tout ça, ça change pas et l'importance de la sélection naturelle, bien qu'elle soit pas la seule à agir, comme l'explique Stephen Gould, puisqu'il y a aussi des contraintes structurales, des contraintes physiques au niveau embryologique et de la phylogénèse. Tout ça, ça change pas. Personne ne remet en question ça. Et donc, la sélection naturelle, en particulier sur des virus,
Parce que ça, c'est de la microévolution. Ça se passe très vite à une échelle de temps qu'on peut nous observer. Contrairement à la macroévolution, on a plus de mal parce que c'est sur des milliers ou des millions d'années. Et donc là, on peut suivre l'évolution des virus et c'est super intéressant quoi, de voir ça en fonction de la sélection naturelle, donc de chaque virus ou de virions, enfin population de virus par rapport à leur environnement. Et l'environnement d'un virus, bah, c'est nous, quoi, puisqu'ils n'existent que par nous, puisqu'ils ne peuvent pas, ils sont pas autonomes, quoi. Ils ne se développent qu'à l'intérieur de nous. Donc ça, je pense que personne ne peut nier que un virus évolue en fonction de son environnement, qui est nous-mêmes, les humains. Enfin, pour ce qui est des virus humains, évidemment. On y reviendra après, un peu plus tard sur les virus et les changements qu'on voit. J'aimerais bien qu'on passe d'abord, quelques instants, sur, une phrase. Tu fais beaucoup de citations à l'intérieur de ton livre et vraiment il y en a beaucoup que je trouve très pertinentes, très intéressantes et que je connaissais pas. Et tu cites à un moment, Thomas Kuhn, sur, une citation de son livre sur la structure des révolutions scientifiques, de 1962. Et il dit: «La découverte commence avec la conscience d'une anomalie, c'est-à-dire l'impression que la nature, d'une manière ou d'une autre, contredit les résultats attendus dans le cadre du paradigme qui gouverne la science normale». Ça, je trouve ça vachement intéressant. Ça signifie bien que, dans toutes les théories qu'on a aujourd'hui, qu'on a toujours eues par le passé, eh bien, elles peuvent être déconstruites à partir du moment où, on va découvrir quelque chose, faire une observation qui peut être d'ailleurs, en laboratoire, mais qui peut être dans la nature complètement ou, en mesure, bah, moi ce que je connais c'est les statistiques, hein, mesures statistiques et sur lequel on va pouvoir, bah, dire: «Bah, non, ça fonctionne pas» et faire tomber la théorie. Donc soit on doit la remettre complètement en question de fond en comble, soit à minima, il y a des adaptations qui sont à trouver. Et donc là, dans la crise qu'on a vécue en tout cas, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on observe qu'en tout cas, la réalité observée diffère fortement de ce qui était attendu. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était une phrase, hyper intéressante que tu cites et sur lequel, bah, ça devrait nous amener à être capable de tout remettre en question du moment qu'on a une observation qui diverge. Mais ça, c'est la méthode scientifique, il n'y en a pas d'autre. On pose une hypothèse sur une théorie qui est déjà acceptée, et ensuite on vérifie par les faits cette hypothèse, et si les faits ne correspondent pas, ben c'est l'hypothèse et la théorie qu'on doit balancer et pas les faits. Et ça, c'est Claude Bernard qui l'avait expliqué aussi, l'inventeur enfin, celui qui a initié la médecine scientifique, c'est comme ça qu'on doit agir. Il n'y a pas d'autre façon scientifique d'agir. Et le consensus scientifique, ça n'existe pas. C'est juste l'état des connaissances à un temps T. Et le lendemain, ça peut très bien être remis en question si on trouve que les faits ne correspondent pas à la théorie. Voilà. D'ailleurs, c'est dans cette partie, où tu parles à la fois de science et de scientisme et il faut vraiment, en parler. D'ailleurs, tu viens de parler des méthodes scientifiques et c'est ça qui est vraiment intéressant et donc en effet, tu mets en avant le fait qu'aujourd'hui, on a pour faire de la science ou en tout cas pour la promouvoir, la seule méthode qui est reconnue médiatiquement, politiquement et même par les scientifiques eux-mêmes, c'est la publication dans des revues à comité de lecture. Des publications dans des revues qui, se sont fait un nom notamment, qui sont très connues, il y a tout un paquet et qui ont désormais des stratégies de financement qui font qu'il est extrêmement coûteux, pour un scientifique, eh bien, de proposer enfin, en tout cas, une étude, une analyse en revue à ses pairs. Les coûts sont absolument faramineux et ce qui fait que, bah, il y a tu dénonces un nombre extrêmement grand d'arrangements avec, voilà, des grands laboratoires pharmaceutiques qui trustent toutes les places dans les revues à comité de lecture, donc qui trustent toutes les places, mais en plus qui les financent et qui, en les finançant, ont en plus voix au chapitre sur tout ce qui peut être, publié. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc ces grandes revues, bah, c'est des entreprises commerciales, mais qui appartiennent à des grands groupes qui sont liés à la grande finance internationale, comme BlackRock ou Vanguard. La revue de préprint MedArchive, elle est financée par la femme de Zuckerberg, le patron de Facebook. Donc tout ça, c'est très lié avec les, les géants de l'Internet qui ont eux-mêmes des participations financières dans l'industrie pharmaceutique. Enfin, tout ça est très lié. Donc, c'est pas du tout des revues indépendantes. Ça, c'est certain. Voilà. Et alors, au niveau du coût des publications, bah, les chercheurs, comme ils sont tous, à part quelques zombies comme moi, ils appartiennent à des labos, donc il y a des crédits pour la publication, donc c'est les labos qui payent les publications. Hein, c'est pas individuellement, ils prennent pas ça sur leur salaire pour payer, mais c'est vrai que ça peut être très cher. C'est en gros en moyenne dans les 3 000 euros, 3 000 $, et ça peut monter jusqu'à 11 000, par exemple, pour des revues très prestigieuses. Mais ça veut pas dire que
ça ne veut pas dire que plus c'est cher, meilleure est la publication. Enfin, à mon avis, il n'y a pas forcément de rapport, quoi. Voilà. Je confirme qu'il n'y en a pas, hein. Pour mon bouquin, j'ai été amené à étudier 3 études, une du Lancet, une de Nature et une de Science, qui sont considérées comme 3 revues incontournables de la science aujourd'hui, et je montre assez facilement que ces 3 études qui sont complètement bidons. Donc celle du Lancet, tout le monde la connaît, l'hydroxychloroquine qui a été retirée. Celle de Nature et de Science qui sont à l'intérieur de mon bouquin dont je parle. Celle de Nature, Vincent Pavant en parle aussi, c'est l'étude qui a été même falsifiée, hein, où il y a une plainte déposée contre Nature pour avoir publié de la fausse science avec, même des formules mathématiques fausses et des graphiques faisandés. Enfin, c'est quand même incroyable. Et dans Science, on a une autre où ils font de la science complètement à l'envers. Donc c'est, voilà, malgré le fait d'être dans une revue prestigieuse, que ça coûte cher, d'avoir soi-disant des relecteurs, on trouve du n'importe quoi dans la totalité des grands journaux, quels qu'ils soient. Il n'y a vraiment pas d'exception à ça. D'ailleurs, à ce sujet, pour écrire ton livre, tu utilises quand même des études scientifiques. Et une question qui m'a été posée plusieurs fois quand j'ai fait des conférences, c'était comment on fait le tri? Est-ce que vraiment on peut faire le tri? Est-ce qu'on peut considérer qu'il reste quelque chose de juste à l'intérieur de ça? Ben, il faut regarder, il faut lire dans les détails, il faut aller voir tous les résultats. Ce que j'ai remarqué depuis quelques années, et puis c'était avant la Covid, c'est que souvent, le titre n'était pas exactement le reflet du résumé, et dans le résumé, c'était pas le reflet des résultats, et la conclusion, enfin, c'était différent. Et des fois, on trouvait carrément des résultats dans le matériel supplémentaire qui étaient complètement contraires à ce qui était dit dans le titre et dans le résumé. Parce qu'il faut, pour publier des choses qui vont contre la doxa, ben, il faut faire des arrangements, quoi. Mais voilà, moi, j'ai pas à disposition d'autres matières que les revues scientifiques, donc je suis obligée de me fonder dessus. Et il y a quand même des choses intéressantes. Je veux dire, la science, elle se fait là. Elle peut pas se faire ailleurs parce que les résultats des expériences sont publiés et critiqués par les pairs, alors plus ou moins, suivant si on va plus ou moins contre la doxa, mais on n'a pas d'autres matières. Je suis obligée de faire avec. Voilà. Moi, j'ai pas de labo, je travaille juste avec mon ordinateur, donc j'ai pas d'autres matières. Voilà. Mais il faut savoir trier, il faut faire le tri, trouver les biais, voilà. Oui, alors du coup, de mon côté, je les utilise pas, puisque enfin, la matière, elle est publique et en ligne sur les statistiques que j'utilise, et c'est du coup la seule matière à ma disposition. Et même dans cette matière-là, il faut faire le tri, parce qu'il y a des biais à l'intérieur de cette matière-là, donc il faut la connaître. En effet, il n'y a pas de formule magique, il faut lire, il faut se renseigner. Et puis même avec une étude sur laquelle on ne voit pas de biais, on peut tomber aussi sous le coup de statistiques et de chiffres qui sont parfaitement construits et complètement vérolés et faisandés, quoi. Donc même avec ça, c'est très difficile. Si on rentrait un peu dans le vif du sujet, très tôt, tu parles du virus dans ton livre, dès le début du bouquin en fait, et tu prends des exemples historiques de cas de virus échappés de laboratoire, et tu pointes du doigt les liens qui sont évidents, hein, qui sont dénoncés par tout le monde, entre l'armée, les agences gouvernementales et les laboratoires pharmaceutiques. Est-ce que du coup, tu peux nous rappeler quelques exemples que tu cites, enfin, historiques, sur des exemples que tu présentes comme étant des virus échappés de laboratoire? Bon, bah, il y a la fameuse grippe H1N1, je crois, dans les années 70, qui était connue comme, enfin, qui a été vérifiée comme étant échappée d'un laboratoire. Après, c'est jamais reconnu à 100% officiellement, évidemment, mais il y a tellement d'arguments qui vont dans ce sens-là. Voilà. Bon, il y a une épidémie d'Ebola aussi, assez récente, qui semble être échappée d'un labo en Afrique. On travaillait sur le virus Ebola. Bon, il y en a plein d'autres, j'ai pas tous les exemples en tête, mais c'est reconnu dans des revues scientifiques qui ont été relues par les pairs, c'est reconnu que il y a beaucoup de virus qui sont manipulés en laboratoire. Alors, je voudrais insister sur le fait que c'est pas volontaire. C'est toujours dans un but biopolitique, on manipule les virus pour anticiper des pandémies, et puis on les manipule tellement bien qu'on les provoque, ces pandémies. Mais ça, voilà, je ne sais même pas si ça vient à la conscience des chercheurs qui manipulent ces virus, que ce sont eux qui les provoquent. Voilà. Alors moi, j'ai une vraie question sur le biais de confirmation, c'est-à-dire l'interprétation qu'on va avoir a posteriori en cherchant une chaîne virale qui est étudiée par un laboratoire, donc c'est-à-dire qui fait eux-mêmes des tests sur cette même chaîne, et du coup, la facilité qu'on aura à ensuite accuser le laboratoire parce qu'on aura retrouvé la même chaîne. Mais cette question-là, il faut d'abord quand même qu'on définisse la manière dont on teste et dont on vérifie les choses. Et tu en parles aussi dans ton livre assez vite, et tu fais la différence entre test sérologique et test PCR. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un test sérologique
ce que ça veut dire, à quoi ça sert, à quoi d'ailleurs ça ne devrait que servir et à quoi on s'en sert et ça ne devrait pas. Et puis ensuite, les tests PCR. Alors, il y a deux manières de tester. Donc, on cherche la présence d'un virus, donc par PCR, c'est-à-dire on essaie de chercher un petit morceau du gène du virus qu'on amplifie. Ça, c'est une méthode qui est assez récente. Moi, j'avoue que personnellement, j'ai jamais pratiqué ça, hein, puisque j'ai arrêté la biologie il y a assez longtemps. Donc, ça, je me suis juste renseignée, comme tous les autres scientifiques, à partir des publications. Par contre, la sérologie, j'en ai fait, ben ça, c'est assez ancien. Donc, on recherche la trace de la rencontre avec un pathogène en cherchant les anticorps contre ce pathogène. Alors, contre des antigènes ou des petits morceaux d'antigènes spécifiques, des épitopes, quoi, voilà, qui sont le signe et qui sont spécifiques du pathogène, que ce soit une bactérie ou un virus. Et c'est très ancien, ça. On faisait pour tester la présence de syphilis avant pour les mariages, c'était obligatoire de faire un Bordé-Wassermann. On cherchait des anticorps contre la syphilis. Alors, la spécificité, elle était très discutable aussi parce que c'était vraiment des méthodes antiques, enfin antiques, du 19e siècle, qui étaient très discutables aussi. Mais il y avait quand même une certaine corrélation entre la rencontre d'une personne avec la syphilis et la présence de certains anticorps. Voilà. Tout ça, ça évolue avec le temps, c'est très discutable. Après, la PCR, voilà, on recherche un petit bout du gène du virus. Alors, on est obligé de l'amplifier énormément. Et c'est là que, suivant le nombre d'amplifications qu'on fait, ben, on peut avoir quelque chose de relativement fiable ou quelque chose de complètement loufoque. Puisque plus on amplifie, plus on risque d'avoir de faux positifs. Et quand on dépasse un certain nombre de cycles, alors on a parlé de 40 cycles, ben là, on trouve des positifs un peu comme on veut. Donc en fait, ce que j'expliquais, c'est qu'on peut faire apparaître une pandémie à la demande finalement. Il suffit de chercher chez un nombre important d'individus par test de PCR la présence les traces du gène d'un virus ou d'une bactérie. Et si on fait ça sur beaucoup de gens, avec beaucoup de cycles, on va forcément trouver des positifs et donc on va trouver une pandémie. Voilà. Donc, mais tout ça, encore, il faut le rappeler, c'est juste ces tests, c'est pour trouver la présence d'un petit bout de quelque chose qui appartient au virus ou une bactérie, mais ça ne prouve pas que les gens sont malades. Et jusqu'à l'apparition des tests PCR, enfin jusqu'à la généralisation des tests PCR pour la Covid, on ne testait des PCR chez les gens que quand ils étaient malades, pour le relier ou non à la présence d'un virus. C'est-à-dire le médecin faisait son diagnostic, il disait, tiens, cette maladie ressemble à telle maladie provoquée par tel virus, je vais vérifier avec un test PCR si c'est bien ce virus-là. Mais voilà, c'est le seul cas où c'est utile, c'est pour vérifier un diagnostic. Et nous, en biologie clinique, on a toujours appris que c'est la clinique qui prime. Lorsque le résultat de laboratoire ne correspond pas aux symptômes du patient, bah, c'est qu'il y a un problème avec le résultat, quoi. C'est pas, il faut pas dire le patient, non, non, il est malade parce que moi j'ai trouvé ça. Non, ça c'est complètement loufoque, quoi. Ça, c'est bien ce qui a été fait. Quand même, en tout cas, sur la corrélation qu'il peut y avoir entre la maladie et le test, pour l'instant, la totalité des études que j'ai vues ne le montre pas. Même l'étude de Marseille, dont on a déjà parlé, avec qui regarde trois choses, qui regarde si les patients ont des symptômes, si les patients ont un test PCR positif et troisième chose, s'ils arrivent à faire de la culture, la culture sur cellules. C'est-à-dire qu'ils balancent un échantillon sur des cellules et ils regardent si les cellules meurent. Je simplifie, mais c'est un peu ça. Mais du coup, ça nous fait trois aspects. Et c'est sur cet aspect-là que Marseille a dit, ben, si on amplifie plus que 35, eh bien, la culture virale n'est pas positive. C'est-à-dire que s'il faut plus que 35 cycles pour lancer l'exponentielle dans le cas d'un test RT-PCR, on n'arrive même pas à faire de culture virale. On en déduit donc qu'en fait, c'était un faux positif. Mais en revanche, quand on regarde les résultats par symptômes ou pas symptômes, on ne voit pas de rapport non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des tests, pour l'instant, en tant que statisticien, je ne vois qu'un biais de confirmation. C'est-à-dire que, mais comme tu en as parlé, c'est-à-dire que même quand on a un malade, on lui lance un test, le test est positif, on va dire qu'on a trouvé la cause de la maladie. En fait, non, puisqu'on peut très bien avoir un non-malade à côté qui a aussi un test positif de la même manière. Donc ça veut dire que la chose qu'on cherche ne le rend pas malade. Donc il est tout à fait possible que la personne malade ait la même résidu de virus ou d'autres sur elle, mais que c'est pas ça qui la rend malade, que ce soit quelque chose d'autre. Donc du coup, on ne sait pas quoi faire du résultat, en fait, d'un point de vue strictement logique. Et donc je trouve que c'est quelque chose qui manque vraiment en termes de statistiques, en tout cas, et je ne vois pas de corrélation qui fonctionne. Et donc Alors, c'est pour ça que j'en reviens au biais de confirmation.
Si on n'a pas, vraiment une corrélation qui est quasi parfaite, et j'insiste sur le quasi parfaite parce que c'est vraiment dans les postulats de Koch, bah, du coup, on peut rien faire. Et là, en l'occurrence, dans tous les tests que je vois, et on a beaucoup parlé du Covid, mais quand je pose des questions sur les autres tests, c'est la même chose, je vois surtout un gigantesque biais de confirmation entre le résultat du test et la maladie, qui ne semble pas correspondre à la réalité, quoi. Alors, il faut pas oublier que, alors, ce que j'explique, donc, c'est que les virus, ça circule partout. Enfin, bah, sauf des virus émergents comme ça, il n'existait pas avant, mais bon, ça circule. Le SARS-CoV-2, il a forcément atteint tous les humains de la planète, puisqu'il est même chez les animaux sauvages, chez les mouches, enfin, tout un tas d'animaux, on l'a retrouvé. On sait très bien qu'il y a une minorité de gens qui ont été malades. Donc ça veut dire que, suivant le terrain, le virus donne ou donne pas de maladie. Ça, le SARS-CoV-2, c'est un virus respiratoire qui a un tropisme pour les voies respiratoires supérieures. Donc on peut très bien avoir un virus qui passe sans avoir de symptômes. Enfin, moi, tous, on a eu un peu la Covid. Moi, je l'ai eu plusieurs fois, des fois un peu ennuyeuse. Et puis, des fois, là, maintenant, c'est un rhume. Des fois, ça m'arrive d'avoir un rhume qui dure 2 heures, quoi. J'éternue pendant 2 heures. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ça passe. Parce que le virus, il est juste dans le nez. Alors, si tu vas le chercher avec un écouvillon, tu vas trouver des traces de virus, mais tu n'es pas malade. Inversement, un malade, il a ou il n'a pas ce virus, il peut avoir un autre virus. Si on ne va pas chercher tous les virus, si on ne va pas chercher toutes les bactéries qu'on connaît, comment on peut savoir la cause exacte de sa maladie? Voilà. C'est au cas par cas qu'il faut étudier le problème. C'est le médecin qui va réfléchir à la question. C'est pas au niveau statistique de faire des gros agglomérats. Voilà. Chaque cas est différent. C'est le médecin qui voit un malade qui se dit, ah ben celui-là, il a vraiment des symptômes que je vois, que j'ai vu apparaître seulement depuis la Covid. Parce que c'est vrai que les médecins le disent, il y a des symptômes particuliers. C'est pas une grippe. Et tous, on l'a eu. Enfin, on l'a tous. Moi, je l'ai eu. À chaque fois que je l'ai eu, je me suis dit, ah, c'est pas la grippe, c'est pas un rhume, c'est un autre truc bizarre que j'ai jamais eu avant. Donc, le médecin, il a un malade avec des symptômes. Il fait ou il fait pas un test pour euh, confirmer son hypothèse de diagnostic. C'est là que ça se passe. C'est là que ça doit se passer et pas ailleurs, quoi. Voilà. Alors moi, j'ai pas été regarder les dossiers individuels de l'IHU, hein, c'est pas mon travail. Je fais confiance aux médecins qui soignent là-bas. C'est des médecins, des infectiologues qui ont l'habitude des infections respiratoires et tout. Je veux dire, voilà. Et quand ils testent un virus, enfin quand ils testent un virus respiratoire, ils testent pas qu'un seul virus. Ils testent peut-être pas tous les virus respiratoires qu'ils connaissent, mais ils en testent beaucoup. Et quand ils voient des symptômes qui correspondent à la Covid, qui voient une PCR positive avec un faible nombre de cycles, qui voient l'absence de PCR positive pour les autres virus respiratoires, et ils arrivent à l'isoler, enfin à le faire pousser sur des cellules, bah, à le voir au microscope, il y a quand même beaucoup de risques, enfin de chances que ça soit ça, quoi. Voilà ce qu'on peut dire. Après, la biologie, c'est pas des maths, c'est jamais 100%. Il y a toujours des trucs bizarres. Il y a toujours des trucs bizarres, ça, c'est sûr. Mais en gros, voilà, moi, je peux pas dire plus. Je suis pas médecin, je travaille sur mon ordinateur, j'ai pas fait d'analyse, mais je fais confiance parce que je connais personnellement certaines personnes qui font des PCR, qui sont des gens archi sérieux et qui font des contrôles et qui savent ce qu'ils font, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Oui, bah, les PCR m'ont été expliqués aussi par des gens qui en font, avec qui j'ai des discussions et avec qui, pour l'instant, je n'ai aucune satisfaction sur le biais de confirmation. Puisque pour le vaincre, il faudrait vraiment avoir un gold standard à mettre en face pour être sûr de ce qu'on est en train de faire et qu'on n'est pas en train de surinterpréter quelque chose. D'ailleurs, à ce sujet, bah, ce qu'il faudrait déjà, c'est, une expérience, quelque chose qui puisse prouver que le virus cherché, enfin plutôt le bout de séquence, est bien la cause de la maladie et pas juste qu'elle l'accompagne et encore une fois, statistiquement, elle l'accompagne même pas de manière significative. Donc voilà, il y a en tout cas ce volet expérimental qui pourrait prouver que la séquence recherchée ou le bout ou le morceau complet du SARS-CoV si on veut, comment on pourrait prouver? Qu'est-ce qui nous permet de dire aujourd'hui que c'est bien ça qui devient la cause des symptômes? Écoute, moi, je peux pas répondre précisément à ça. Ce que je peux dire, c'est que tout ce que j'ai étudié depuis que je m'intéresse à la virologie, est cohérent. Voilà, c'est cohérent. Après, c'est jamais 100% vérifiable, mais tout est cohérent. Alors, dire que c'est pas la cause des symptômes, mais qu'est-ce qui est la cause de ces symptômes? Alors voilà, pour renverser une hypothèse, il faut quand même avoir une hypothèse et puis des faits qui montrent le contraire. Et pour l'instant, moi, tout ce qu'on a compris, nous, les scientifiques critiques indépendants, c'est cohérent. Toi, ce que tu trouves,
c'est tout à fait cohérent avec une épidémie de non-soins. C'est-à-dire un virus circule, on sait qu'il circulait depuis le printemps 2019. Bon, alors il a évolué, évidemment, c'est pas le même hein, qu'on trouve en mars 2020, c'est pas le même que celui qui a commencé à circuler en 2019. Mais quand en mars 2020, on décide qu'il y a une maladie qu'on ne soigne pas et qu'on arrête de soigner des gens, ben forcément, les gens, ils deviennent très malades, ceux qui sont sensibles, et il y en a même qui meurent. Voilà. Donc ça, c'est cohérent avec un virus qui circule, qui atteint des personnes sensibles, fragiles. En plus, on est en hiver, donc il y a le shift pro-inflammatoire du système immunitaire qui fait qu'on réagit plus facilement au virus en hiver. Voilà. Ce qui explique pourquoi la grippe, elle se propage pendant la saison d'hiver dans les pays tempérés, ce qui n'est pas le cas dans les pays tropicaux où il n'y a pas de saison de grippe, il n'y a pas ce shift pro-inflammatoire du système immunitaire dans les pays tempérés. Voilà. Donc, il y a plein de facteurs comme ça qui sont cohérents entre eux et qui, pour moi, suffisent à expliquer. Alors, en science, on utilise toujours l'hypothèse la plus parcimonieuse, c'est-à-dire si on a une hypothèse qui explique, on ne va pas chercher une autre hypothèse. Donc, moi, je ne vais pas chercher d'autres hypothèses. Pour l'instant, tout me semble cohérent. Il n'y a rien qui me semble incohérent. Sauf évidemment ce que nous avons tous dénoncé, de mélanger les cas et les malades. Voilà. Ça, on est d'accord que tout ça, c'est du scientisme, c'est pas de la science. Voilà. Mais pour l'instant, au niveau de la science indépendante, enfin de ce que je peux comprendre, tout est cohérent. Alors moi, je lève quand même une énorme incohérence sur laquelle je ne suis pas satisfait des réponses qui me sont faites. C'est la simultanéité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, on dit que le virus circule, mais en fait, il n'y a pas de circulation géographique. Il n'y a aucune mesure de circulation géographique. Et quand on regarde les résultats, que ce soit bon, positif, même si c'est rien du tout, que ça ne veut pas dire grand-chose, mais le nombre de malades, hospitalisations, même nombre de décès, il y a une simultanéité partout. Ça signifie que si quelque chose circule, ça ne peut pas être cause de maladie. C'est forcément autre chose qui est la cause de maladie. Et donc ça, cet aspect-là suffit à faire tomber l'hypothèse de départ, à savoir que ce serait cet élément qui causerait la maladie. Ça ne peut pas causer la maladie. C'est pas possible, Bon, mathématiquement. alors c'est toujours pareil. On a commencé à détecter, enfin à faire des tests PCR partout en avril, mars 2000, enfin mars-avril 2020. Donc forcément, avant, on ne le cherchait pas. Avant, le virus circulait depuis le printemps 2019. Il causait des pneumopathies atypiques qui étaient soignées. Donc on ne voyait pas de pic de maladie ni de décès puisque c'était soigné. Voilà. Donc évidemment, à partir du moment où on cherche un virus et on arrête de soigner les gens, bah, on voit du virus et on voit des gens qui meurent. Bah oui, c'est logique. Donc pour moi, tout ça, c'est cohérent, quoi. Alors la grippe, il faudrait vérifier. J'ai pas vérifié vraiment, mais moi, ce que j'ai toujours compris comme ça, sans aller chercher vraiment dans les détails, c'est que la grippe, elle apparaît en général dans les pays asiatiques, certainement à partir d'élevage intensif de porcs ou de poulets, et qu'elle se répand. Alors je crois que c'est d'est en ouest, on ne sait pas trop pourquoi. Elle se répand dans le cours de l'année et elle arrive chez nous. Alors, elle commence dans les pays asiatiques, je ne sais pas si c'est au printemps ou en été, et elle arrive chez nous en hiver. Donc là, il y a vraiment un déplacement du virus qui circule. Alors, pour ce qui est du SARS-CoV-2, on a vu aussi du déplacement. C'est-à-dire, au début, dans l'ouest des États-Unis, il y avait pas beaucoup de cas, quoi, sauf autour des grandes villes. Mais ça s'est déplacé petit à petit autour des grandes villes, jusque dans les campagnes, où il n'y avait pas de cas au départ, même quand on testait, quoi, voilà. Parce qu'il y a eu quand même un déplacement. Après, il ne faut pas oublier que ce virus, il circule depuis longtemps, il a beaucoup muté, on ne sait pas trop s'il y a une souche qui a circulé ou plusieurs, il semblerait qu'il y en ait plusieurs. En tout cas, il s'est diversifié en plusieurs branches au moment où il rencontrait diverses populations différentes, entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, c'est différent. Donc, tout ça, c'est archi complexe, hein. Et puis, c'est la première fois qu'on piste un virus comme ça sur toute la planète. Donc, en fait, il y a plein de données qui arrivent et il faut savoir les expliquer, mais c'est pas évident, quoi. Il faudrait, si on recommençait, par exemple, avec le virus de la grippe, à tester toute la planète, ben, on verrait des trucs bizarres aussi, peut-être. On verrait que le virus de la grippe, ben, il est là tout le temps, peut-être, et il donne des maladies qu'en hiver, peut-être, ou l'inverse, je sais pas. Il faudrait le faire aussi, voilà. En effet, en tout cas, c'est vraiment une première. On n'a pas de comparaison. Mais moi, ce que je trouve que ça apporte, c'est qu'en effet, on a trouvé les résultats de test ont montré qu'une grande incohérence par rapport à ce qui était dit. Alors, pour continuer sur les virus, tu parles donc dans ton livre aussi du principe de transmission. Alors là-dessus, c'est pareil, mais ça revient un peu à ce qu'on avait dit avant sur le côté des vagues, sur la différence qu'il y a entre observation et interprétation. Parce que
pour dire qu'il y a de la transmission, en fait, on est incapable de voir un virus se déplacer, sortir du nez ou de la bouche de quelqu'un pour rentrer et puis ensuite dire que ça rend malade et voir ce qui se passe dans ces cellules. Et donc, on est en train de faire de la mesure. C'est-à-dire qu'on a des gens, ici, on va parler plutôt de gens malades, positifs, et puis on va dire, bah, positifs à quelque chose d'ailleurs, et puis ensuite, on va dire, bah, dans leur environnement proche, il y aura un autre malade, et on va dire que lui aussi est positif. Mais du coup, la transmission n'est pas observée, c'est une observation, c'est une déduction. C'est-à-dire qu'on fait plutôt l'hypothèse de la transmission, et puis ensuite, on va interpréter un résultat comme confirmant cette hypothèse. Mais là-dessus, pareil, est-ce qu'on n'est pas juste dans un biais de confirmation? Parce que quand on a deux malades, ils ne seront pas malades à la même seconde l'un l'autre, et donc on facilite la pensée, on va dire, on fait un raccourci en disant bah, c'est donc le premier qui a rendu malade le deuxième. À moins qu'il existe une autre expérience qui permette de valider ça. Ah, c'est compliqué. C'est l'histoire de la transmission, en fait, au départ, bah, historiquement, quand il y avait des épidémies, par exemple la peste, les gens pensaient, et on ne connaissait pas les virus, les bactéries, tout ça, c'était inconnu, les microbes. Les gens pensaient que c'était dans l'air, qu'il y avait une humeur dans l'air, voilà. On ne savait pas trop d'où ça venait, mais les gens avaient quand même conscience qu'il y avait une transmission, quoi. Et quand, par exemple, pendant la Grande Peste, les nobles sont partis se réfugier à la campagne parce qu'ils savaient qu'il fallait pas être à côté des gens qui étaient malades, quoi, voilà. Donc ça, c'est une connaissance qu'on a euh, depuis toujours, qu'il y a une transmission des maladies. Alors, on a compris ce que c'était, on a donné une hypothèse, enfin une interprétation cohérente avec les virus et les bactéries, justement, en trouvant la même bactérie ou le même virus. Bon, alors, par exemple, pour les bactéries, on les a isolées, on les a injectées dans des animaux, on a vu qu'ils reproduisaient les mêmes symptômes. Voilà. Pour les virus, c'est pareil, hein, on a fait des expériences aussi avec les virus. Voilà, mais c'est toujours la même chose. Quand on a une personne positive par PCR, elle n'est pas forcément malade. Quelqu'un qui est malade, il est pas, on va pas le tester forcément au moment où il est positif. Mais voilà, pour la Covid aussi, on a tous remarqué que quand on est en contact avec quelqu'un, ou même la grippe ou n'importe quel autre virus respiratoire, enfin, moi, je vais parler de mon expérience personnelle. On a remarqué enfin, moi, je sais pas, à chaque fois que j'ai attrapé la grippe dans ma vie, c'est parce que j'ai fait la bise à quelqu'un et je lui ai dit ça va? Ah non, j'ai la crève. Ah ben merci. Le lendemain, pof, j'étais au lit avec la grippe, quoi. Voilà. Ça m'est arrivé 4-5 fois dans ma vie, quoi. Voilà, c'est typique, quoi. Voilà. Après, on a fait des expériences sur les virus. Bah, on isole. Alors, on n'isole pas les virus, mais on les récupère dans des cellules parce qu'un virus tout seul, ça peut pas survivre. Ni se développer. Et ensuite, on va réinfecter des animaux avec des virus et on voit qu'ils développent la même maladie, les mêmes symptômes, on va les trouver positifs et tout. Voilà. Tout ça, si tu veux, moi, tout ce que j'ai lu, encore une fois, c'est comme pour tout à l'heure, c'est cohérent. Voilà. C'est cohérent. Après, l'interprétation, quand on veut faire apparaître une pandémie, quand on veut euh, euh, injecter toute la population mondiale avec des vaccins, bah, on en rajoute, c'est sûr, c'est ce qu'ils ont fait, voilà. Mais on ne peut pas nier que les maladies infectieuses, ça s'appelle maladie infectieuse parce que c'est infectieux, justement, ça se transmet pas, enfin, ça se transmet d'animal à animal ou d'homme à homme, quoi. Voilà, c'est infectieux, c'est ça ce qu'on appelle les maladies infectieuses. Alors, on a Et quand on a, même des contre-exemples historiques. Alors, pour le coup de la peste, eh bien, si on considère que c'était plutôt le lieu qui avait quelque chose d'empoisonné, que ce soit dans l'air ou dans l'eau, les nobles avaient raison de se barrer et ils n'étaient pas malades ailleurs. Il y a un contre-exemple historique qui est assez connu, qui est notamment le cas du scorbut, puisque la mise en place de la quarantaine dans les bateaux a eu lieu pour le scorbut. C'est-à-dire que les marins qui revenaient de mer et qui avaient le scorbut, on les laissait en quarantaine dans le bateau pour ne pas qu'ils infectent la population. Or, aujourd'hui, on dit plutôt que le scorbut, c'est uniquement une carence en vitamine C. Donc, c'est-à-dire que c'est bien l'interprétation de la contagion qui est aujourd'hui bien réfutée pour cette maladie-là, qui pourrait peut-être l'être pour d'autres d'ailleurs, et donc, on a bien des contre-exemples. Et donc, le fait d'être en carence dans un endroit avec toxique, que ce soit pour l'air, l'eau, peut-être même pour l'ambiance humaine, hein, on peut rendre malade quelqu'un au travail en ayant un comportement délétère, et on peut le rendre malade pour de vrai, hein, avec des vrais symptômes et tout, hein, je parle d'expérience. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un élément pathogène, infectieux, pour expliquer la maladie des gens.
Et je constate dans beaucoup de cas qu'on a le réflexe. Tu viens de le dire sur ton cas personnel. C'était le cas pour moi aussi, jusqu'à ce que les résultats statistiques ne me plaisent pas et me disent que je faisais un raccourci d'interprétation. Et je constate que je suis beaucoup moins malade, ou crois beaucoup moins être malade, en tout cas, depuis que je ne fais plus attention à ce genre de choses, et je n'y crois plus du tout. Donc il y a peut-être Tu as peut-être fait remonter ton taux de vitamine D aussi, ah non? bah, peut-être que ma joie de vivre et ma non-peur de l'autre ont fait remonter naturellement mon taux de Parce niveau. que moi, je peux te dire depuis que j'ai compris l'importance de vitamine D, ça va beaucoup mieux, hein. Bon, je n'étais pas spécialement malade avant, mais c'est super important. Il faut le répéter, la vitamine D, c'est pas une vitamine, c'est une hormone. Je répète que d'un point de vue évolutionniste aussi, parce que pour moi, j'explique toujours par l'évolution, c'est apparu très tôt dans l'apparition de la vie sur Terre. Au départ, l'atmosphère terrestre était différente de maintenant. Il n'y avait quasiment pas d'atmosphère, et donc les rayons ultraviolets sont très toxiques et ils atteignaient les premiers êtres vivants. Et donc, pour se protéger de ces rayons ultraviolets, ces êtres vivants ont développé des molécules qui, par interaction avec les rayons ultraviolets, fabriquaient de la vitamine D. Donc, c'est une molécule qui est apparue très tôt dans la vie sur Terre et ça, ce qui explique son énorme importance. Donc, voilà. Donc, il y a ça aussi. Après, voilà, moi, l'histoire de la peste, à l'époque moyenâgeuse, on pouvait tout expliquer par plein d'hypothèses, parce qu'on ne connaissait pas les microbes. Maintenant, on l'explique avec la bactérie de la peste. C'est cohérent. Moi, ça me suffit. Il y a pas d'incohérence là-dedans. Après, euh, pour ce qui est du SARS-CoV-2, si on interprète les résultats honnêtement, comme tu le fais, comme je pense on le fait tous les scientifiques critiques, il n'y a pas d'incohérence. Donc, moi, ça me suffit. Je ne vais pas aller chercher autre chose. Je vais pas aller, voilà, pour moi, il n'y a pas d'incohérence. Moi, je vois la même incohérence dans les deux, même pour la peste, en termes de date et en termes de rapidité avec laquelle on a eu des morts un peu partout en Europe. Il y a beaucoup de gens qui soulignent la vitesse à laquelle cela s'est produit, alors que bah, les déplacements étaient à pied ou au mieux à cheval. Donc il y a quand même un souci en termes d'interprétation. Ça ne veut pas dire que c'est faux ou qu'il n'y a rien qui existe, mais ça veut dire que voilà, il se pourrait que la théorie aujourd'hui, qui est majoritaire et qui est notamment la théorie du germe infectieux, qu'on a tendance à vouloir mettre partout, ait certaines limites. Et là, on a déjà eu, hein, comme sur l'exemple du scorbut, et que, à l'aune d'autres choses, d'autres découvertes ou d'autres trouvailles, que sais-je, on la limite encore plus à l'avenir, hein. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas spécialement de religion à ce sujet, Ah oui. Je mais ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas ce qu'on va trouver dans l'avenir. Ça, c'est certes. certain. Mais pour l'instant, moi, la théorie des virus et des bactéries, pour l'instant, elle est cohérente avec les observations, donc je ne vais pas chercher autre chose. Voilà. Si quelqu'un a une autre théorie qui explique ce qui s'est passé, ben, qu'il la publie, on en discutera. Mais moi, je n'ai pas d'autres théories, enfin, d'autres hypothèses qui expliquent ce qui se passe. Voilà. Alors, je t'invite à lire Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, sur tout ce qui s'est passé pour la Covid-19, puisque, en effet, j'explique la totalité de ce qui s'est passé sans faire intervenir le moindre virus. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y en a pas besoin. Donc, j'ai pas besoin de l'hypothèse virale, personnellement, hein, pour expliquer tout ce qui s'est passé et qu'on a appelé Covid-19. Sans, en le faisant juste par les tests, par le fait qu'ils sont incohérents et qu'ils ressemblent à une variable aléatoire, on peut remplacer les résultats de test par une variable aléatoire, ce qui est assez intéressant, et obtenir les mêmes résultats. Et puis, bah, la mortalité, mais tu l'as dit, par le non-soin, par l'abandon des gens, par la peur qu'on a générée, on peut tout expliquer. Donc, il n'y a pas besoin, pour l'histoire du Covid-19, il n'y a pas besoin de faire intervenir aucune maladie infectieuse, ni aucun virus pour trouver les mêmes résultats. Donc, quelque part, je vois ça presque comme un ajout. On ajoute de manière supplémentaire l'histoire d'un virus parce qu'on a des détections de morceaux voilà, qui viennent renforcer l'hypothèse ou la théorie initiale, mais sans que j'en vois le moindre intérêt pour, en tout cas, les statistiques qui sont importantes, comme les hospitalisations, la mortalité, le nombre de malades, de décès, etc. Donc voilà, je vois pas la nécessité finalement d'ajouter ça. Alors, Bon, alors, les statistiques, c'est une abstraction quand même, c'est des chiffres, quand même complètement. ça, c'est complètement fabriqué par notre cerveau, ça n'existe pas dans la nature. Oui. Euh, les maladies, les malades, les humains, les virus, ça existe, voilà. Et donc, il faudrait inviter un médecin infectiologue qui fait aussi un des virologistes que tu connais, qui isole les virus pour t'expliquer ça. Je veux dire, la biologie, c'est le bordel, on comprend rien, enfin, on comprend, mais ça change tout le temps. Les résultats sont jamais ce qu'on attend vraiment. Donc, c'est pas des maths, quoi.
c'est plus compliqué. Les chiffres, c'est une abstraction complète. Donc, on peut les manipuler, disons. Oui, ça peut être 100% cohérent, mais la biologie, c'est jamais 100% cohérent. Voilà, il faudrait inviter un médecin, un infectiologue. En tout cas, les médecins qui ont soigné les Covid, bon, ils savent très bien qu'il y a une maladie spéciale qui est apparue, qu'ils ne connaissaient pas avant. Voilà, ça, voilà. Je pense qu'il faudrait inviter des médecins. Voilà. Euh, D'ailleurs, en parlant de chiffres qui veulent rien dire, tu parles en effet de la disparition de la grippe dans les statistiques de l'OMS. Où en effet, c'est assez fou. À partir du moment où l'OMS dit c'est Covid, eh ben, les nombres de personnes diagnostiquées grippe jusqu'ici disparaissent et tombent quasiment à zéro mondialement. Pas tout à fait à zéro. On a trouvé un pays africain où ils ont pas, où ils sont pas, malheureusement, ils ont oublié la consigne. Je sais plus quel pays c'est, mais c'est très drôle parce que eux, ils ont leur grippe, les statistiques de grippe qui continuent comme d'habitude. Ils oublient de passer au Covid. Et donc, on a vraiment un contre-exemple qui est assez fabuleux, où c'est le seul qui obéit pas, bah, il laisse des grippes comme d'habitude. Et on a Alors, c'est pas vraiment. si simple, c'est pas si simple, parce que moi, je me suis posé la question. Il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà que la Covid, on a décidé qu'elle apparaissait en mars-avril, ce qui est la période habituelle où la grippe disparaît. Donc, ça pas vraiment étonnant qu'on trouve plus de grippe. C'est sûr que quand on arrête de chercher, ben, on trouve plus. Je rappelle qu'au Cambodge, où ils n'ont pas été touchés par la Covid, comme beaucoup d'ailleurs de pays asiatiques, parce qu'ils ont une immunité croisée, une protection contre tous les coronavirus, il y a eu de la grippe en 2020. Et il y a eu de la grippe avec une forte épidémie. Voilà. Donc, moi, j'ai des résultats de PCR qu'on m'a transmis, enfin, de recherche de tous les virus respiratoires d'un laboratoire vraiment auquel je fais vraiment confiance. Bon, c'est pas des chiffres publiés, donc je peux pas dire qui c'est. Mais réellement, pendant l'épidémie de Covid, il n'y avait plus de virus de la grippe. Parce qu'il y a une compétition pour la même niche écologique. Le virus de la Covid, il est vraiment plus compétitif, voilà, à ce moment-là. À ce moment-là, il était plus compétitif que celui de la grippe. Et c'était aussi la période où la grippe disparaissait. Voilà, c'est tout. Donc, il y a plusieurs facteurs. On l'a pu chercher, ça disparaissait réellement. Voilà. Et il y avait un virus compétitif. Je pense que ça suffit, cette trois choses à expliquer qu'il n'y ait plus de grippe. Mais ce n'est pas juste qu'on a remplacé l'un par l'autre. Parce que si on avait fait la recherche au mois de décembre, par exemple 2019, je pense qu'il y aurait eu les deux virus. Voilà, on aurait trouvé les deux. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment, hein, mais depuis l'hiver 21, je crois, on retrouve les deux. Et suivant les périodes, c'est l'un ou l'autre ou d'autres encore virus qui sont majoritaires. Voilà. Ah, mais si on retrouve les deux, j'ai une explication très simple, hein. C'est-à-dire que tant que les gens n'avaient pas reçu de vaccin anti-Covid, dès qu'ils étaient malades, on disait que c'était le Covid. Dès qu'on a commencé à les vacciner, bah, c'était un peu con de dire que c'était toujours le Covid et plus la grippe. Donc on a très clairement vu réapparaître les statistiques de grippe quand il a fallu trouver une explication aux gens vaccinés qui étaient malades quand même. Et donc c'est là que les statistiques Bon, sont alors, revenues. tout dépend d'où viennent les statistiques, parce que si les statistiques, c'est les réseaux Sentinelle, ou c'est fait sur quelques recherches, mais dans les labos où ils recherchent, dans les hôpitaux de maladies infectieuses, où ils recherchent systématiquement les virus par des PCR multiples, c'est-à-dire ils cherchent différents virus sur un même prélèvement, et ben là, ils voient, c'est pas trafiqué, hein, enfin, bon, moi, j'ai pas en ma possession les données brutes, mais j'imagine que c'est pas la même chose, ce qu'on voit forcément sur les statistiques officielles et puis sur les statistiques d'un laboratoire d'hôpital universitaire qui recherche tous les virus respiratoires à un temps donné sur les malades. Voilà. J'imagine que c'est ça. Quand ils font de la PCR multiple, on a des soucis quand même. C'est qu'en fait, ils recherchent des petits morceaux de séquences et ensuite ils demandent à des logiciels de refaire le séquençage complet de ce qu'ils trouvent, c'est-à-dire de remettre bout à bout des bouts de séquence. Et donc, selon les choix logiciels qui sont faits, on va voir apparaître plus ou moins fortement bah, des virus ou d'autres, très clairement. Donc, il y a. Voilà, faut pas confondre la PCR, on recherche une partie, un tout petit bout, une sonde spécifique. Et puis après, quand on fait le séquençage, ça c'est une autre étape. On récupère le prélèvement et on essaye de trouver le virus en entier. On fait le séquençage du génome complet. Oui, Alors oui. moi, je parle d'après ce que j'ai lu parce que je n'ai jamais manipulé de virus. J'ai manipulé des bactéries, j'ai manipulé des cellules, j'ai jamais manipulé de virus et jamais fait de séquençage. Voilà. Donc je pense qu'il faut que tu invites quelqu'un qui fait de la virologie et du séquençage pour t'expliquer tout ça. Voilà. Finissons peut-être sur les virus, ça nous fera la transition avec la suite, sur ce qui s'est passé avec la dengue.
Notamment, tu parles de la dengue en exemple qui montre voilà, des malades à la suite d'une vaccination. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors déjà, la dengue, c'est donc une maladie pour laquelle on avait déjà repéré quelque chose de bizarre, c'est-à-dire que les personnes qui avaient déjà été infectées par la dengue, mais qui étaient ensuite réinfectées par un virus apparenté, parce qu'il y a 4 sous-types du virus de la dengue, qui étaient réinfectés par un autre sous-type chez certaines personnes, en particulier chez des enfants, ils faisaient des dengues plus sévères, plus graves que la première, quoi. Et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des anticorps contre le premier virus qui étaient devenus des anticorps facilitants, qui facilitaient l'infection par le deuxième virus. Ça, c'était par la maladie. Et après, on s'est aperçu que le vaccin aussi, il faisait la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on vaccinait contre la dengue, eh bien, on avait des anticorps. Et lorsqu'on rencontrait à nouveau un virus apparenté, eh bien, on risquait de faire une maladie plus grave, de faciliter l'infection à cause des anticorps. Voilà. Les anticorps, c'est juste un témoin de la rencontre avec un pathogène et ce n'est pas une preuve de protection. Voilà. Ça peut être parfois délétère, ça peut être parfois aggraver, faciliter l'infection. Alors ça, Et c'est donc vraiment... ça, on le savait pour le virus de la dengue, on le savait déjà pour les vaccins anti-coronavirus, puisqu'on avait fait des tests depuis le coronavirus de 2003-2004 sur des animaux, et on avait vu que les vaccins facilitaient l'infection. Pas chez tous les animaux, mais qu'il y avait des animaux qui faisaient des infections plus graves que s'ils n'avaient pas été vaccinés. On connaît ça aussi avec le VRS, le virus respiratoire syncytial, responsable de la bronchiolite. Il y a eu des vaccins qui ont été faits, des vaccins classiques qui ont été expérimentés, et il y a des enfants qui sont morts dans les groupes vaccinés de la bronchiolite, alors que ce n'est pas une maladie mortelle normalement. Voilà. Donc ça, c'est des phénomènes, et c'est connu aussi pour la grippe, c'est connu pour la rougeole aussi, pour le vaccin rougeole. Voilà, c'est assez répandu quand même. Oui, du coup, en fait, du coup, on reparle du test sérologique qui est censé finalement mesurer les anticorps. Et donc, c'est intéressant parce que les vaccins, même les classiques, trouvent leur justification non pas parce qu'on aurait prouvé que les gens qui sont vaccinés seraient moins malades ou mourraient moins que les autres. C'est pas comme ça que ça se fait. On ne trouve pas d'études de cohorte qui pourraient le prouver, hein. Bon, il y a des tonnes de bouquins qui ont été écrits sur la vaccination et sur l'absence de preuves remontées scientifiquement pour dire que ça sert à quelque chose, mais ce derrière quoi se cachent les laboratoires ou même les gouvernements qui vaccinent les gens, c'est de dire oui, mais ça marche forcément puisque on vaccine et derrière on fait les tests sérologiques et du coup on trouve des anticorps. Et donc c'est-à-dire que ils font passer le fait d'avoir rendu malades les gens, c'est-à-dire avoir forcé leur corps à réagir à quelque chose en produisant ce qu'on appelle des anticorps, et ils font passer ça pour quelque chose de positif en disant bah ça protège ensuite. Mais derrière, enfin, il faudrait une preuve scientifique vraiment costaud. On est vraiment sur du coup, on est en train de prolonger une théorie jusqu'à ce qui nous arrange et de dire bah, cette trace-là qu'on met artificiellement, bah, c'est donc une preuve définitive de protection. Du coup, est-ce que j'ai bien compris le sujet? Oui, c'est ça. On teste les vaccins par le taux d'anticorps qu'ils provoquent. Alors, quand je dis les anticorps, c'est un témoin de la rencontre avec un pathogène. Ça peut aussi, alors il faudrait vérifier dans la recherche, dans la littérature scientifique, pour certaines maladies, ça peut être aussi une preuve de protection. Ça peut être aussi corrélé, disons, à la protection immunitaire qu'on a acquise par rapport à une maladie ou grâce à une vaccination, hein. Voilà, ça peut être. Voilà. Mais ça peut ne pas l'être aussi. Voilà, c'est à chaque fois. D'ailleurs, pour le coronavirus, ça a été publié par les agences officielles. On n'a pas de preuve que les anticorps soient le bon corrélat de protection. C'est écrit partout. On ne sait pas quel taux d'anticorps il faut pour être protégé ou pas. Il n'y a Ni même aucune si ça marche. corrélation. Voilà. Bah, du coup, ça nous amène à ta partie dédiée au vaccin et notamment, tu fais un long chapitre qui est très intéressant sur la nécessité de la crise pour pouvoir faire la promotion des vaccins RNM. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, donc, je rappelle que en 2009, donc, il y a eu la grippe H1N1 de 2009. À cette époque-là, il y a eu aussi une tentative de nous faire le coup de la pandémie, des vaccins sauveurs et des antiviraux magnifiques. Mais simplement, ça n'a pas marché parce que apparemment, les médecins n'ont pas marché dans le coup. Et à la suite de ça, bon, tous les scientifiques reconnaissent que le vaccin grippe est un mauvais vaccin, il ne protège pas.
bien, enfin, suivant les années, ils protègent un petit peu, puis des fois pas du tout, parce que le virus mute. Donc à ce moment-là, les tenants du biopouvoir, enfin les acteurs du biopouvoir se sont dit, il faut qu'on trouve un meilleur vaccin, parce qu'eux, ils sont dans l'idéologie vaccinale, hein, ça, il faut le comprendre, c'est une idéologie chez eux. Donc, les vaccins classiques, c'est des vaccins qui sont faits sur des œufs de poule, donc c'est long à fabriquer. Le temps qu'on le fabrique, ben, le virus, il a muté, et puis quand il arrive, ben, le vaccin n'est pas adapté. Si on a des problèmes avec la production de poules, ben, on n'a pas assez d'œufs, enfin bref, tout ça. Donc, ils ont décidé qu'il fallait développer les vaccins géniques. Alors, à cette époque-là, ce n'était pas encore les vaccins ARN, c'était plutôt des vaccins ADN. Tout ça, c'était des prototypes, hein, ça n'existait pas. Et donc, en même temps qu'ils ont décidé ça, eh bien, au niveau réglementaire, ils ont décidé que les vaccins géniques, qui étaient, d'après la définition, toutes les définitions des thérapies géniques, des produits de thérapie génique, seraient exclus de la réglementation des produits de thérapie génique pour être soumis à la réglementation des vaccins. Ils avaient déjà anticipé ça, donc après la grippe de 2009. Et il y a une réunion très intéressante qui a eu lieu en octobre 2019, avec aussi tous les grands chefs du biopouvoir, américains en particulier, euh, et qui était sur les vaccins grippe. Et là, ils nous répétaient que les vaccins grippe, ça ne marchait pas, qu'il fallait changer de méthode. Et ils nous disent en octobre 2019, il nous faut une crise disruptive qui nous permette de mettre en circulation les vaccins à ARN, parce qu'à cette époque-là, c'était déjà développé et c'était leur but, qui nous évite de faire les 10 ans de tests avec les vaccins ARN. Donc, ils nous disent ça en octobre 2019, alors qu'on sait très bien que le virus était déjà là et qu'ils le savaient. Donc voilà, et tout ça, c'est écrit dans les simulations de pandémie qu'ils ont faites justement depuis 2009-2010 pour anticiper la prochaine pandémie. Et donc, ils ont utilisé cette pandémie pour pour commercialiser en fait les vaccins ARN, qui étaient pour eux l'avenir de la vaccination. On voit le résultat absolument catastrophique de cette plateforme vaccinale. Oui, tout à fait, bah, résultat catastrophique, d'ailleurs, bah, tu parles pas mal des effets indésirables, bah, qu'on mesure aussi, dans la population, les maladies, les décès, quand on a vu augmenter à certaines dates bien précises. L'infertilité, on en a reparlé ce matin avec Clémence Oudiakova et puis, Mélodie de Oui Mon Cycle. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, quelques mots sur les effets indésirables, du coup, que tu montres dans ton livre? Bon, alors, je ne vais pas faire la liste. Les pathologies sont très diverses parce que ce virus, il a été vraiment fabriqué en laboratoire pour anticiper donc un virus émergent et donc il est vraiment très bien adapté à l'homme. Il est capable d'aller dans tous les organes puisqu'il a ce fameux site furine. Donc, il y a toutes sortes de pathologies. La plupart des pathologies que l'on retrouve avec la Covid et les effets indésirables du vaccin étaient déjà dans la liste qui est parue en octobre 2020 d'après les premiers essais des vaccins, quoi. Ça a été publié par la FDA donc, et le CDC, c'était déjà les effets indésirables à surveiller en octobre 2020, donc avant la commercialisation des vaccins. Donc tout ça a été connu. Alors je vous rappelle que Jean-Marc Sabatier a expliqué aussi bien les pathologies dues au virus que celles qui sont dues au vaccin grâce à, aux propriétés moléculaires de la protéine spike qui interagit avec le système rénine-angiotensine, donc avec le récepteur ACE2. Donc il a anticipé tout ça dès mars-avril 2020. Voilà, bon, bah, les pathologies, je veux pas, ça serait peut-être un Non, peu. mais peut-être insistons un peu sur le volet spike. Avec tous les vaccins, on a des effets indésirables. Bon, c'est reconnu, c'est documenté, voilà, il y a les gouvernements n'aiment pas s'en vanter et encore moins l'industrie pharmaceutique, mais voilà, il y a des effets indésirables sur tous les vaccins. Là, on parle, de la spike, mais sur la base, de moi, ce que j'ai compris en tout cas, c'est sur la base de penser que le vaccin fonctionnerait, au moins en partie. C'est-à-dire qu'il ferait au moins une partie de ce qu'il est censé faire. Là, on a même un souci au niveau de la fabrication, c'est que dans le cadre, en tout cas, de ces vaccins, on n'est même pas dans le cadre comment dirais-je, d'un produit pharmaceutique classique. Il y a l'aspirine qui est fabriquée avec de l'acide acétylsalicylique et puis, autour, on l'encapsule avec, autre chose qui va se dissoudre. Mais donc le fabricant, quand il a sa molécule active, il doit être capable de la produire avec un certain degré de pureté qu'on est censé pouvoir 95 pour, vérifier. 95% d'après l'Agence européenne du médicament, pour tous Voilà. les médicaments dont font partie les vaccins. Et donc, il y a une première phase de fabrication, qui est qu'on doit justifier un élément produit à un très haut niveau de pureté avant de pouvoir mélanger à autre chose.
Dans le cadre de ces vaccins RNM, il n'y a pas ça. Ils sont en train de faire des cycles de production là, de l'ARNM les uns les autres avec de la centrifugation, mais à aucun moment on a le fabricant qui est capable de dire qu'il a mis dans sa fiole ou qu'il a produit quelque chose à un moment à haute pureté qu'il a ensuite mélangé. Donc on a une espèce de gloubi-boulga, de truc qui semble même pas correspondre à ce que d'habitude on appelle de la pharmacie. Donc Euh, c'est-à-dire que même pour ensuite pouvoir interpréter et dire que le médicament, le produit va faire ce qu'il est censé faire, je vois même pas comment c'est possible. Et donc, Alors déjà, il y a deux choses qui vont pas dans ces produits. Déjà, au niveau du produit lui-même, de la substance, il n'y a pas la pureté qui est requise de 95%, puisque l'Agence européenne du médicament a baissé le taux de pureté à 50%, et encore, il est peut-être même inférieur. Le reste du 50%, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est rien ou si c'est un autre ARN. Maintenant, on sait qu'il y a de tout et n'importe quoi, en particulier des quantités importantes d'ADN, ce qui est absolument catastrophique. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est que ces vaccins, c'est des pro-vaccins, comme si c'était des pro-médicaments. C'est-à-dire que c'est la personne vaccinée qui fabrique le vaccin, qui fabrique la spike. Donc, c'est quelque chose qui n'a jamais été injecté à quelqu'un, un pro-vaccin. C'est la première fois qu'on fait un pro-vaccin. Et on n'a pas, il y a aussi des réglementations qui n'ont pas du tout été respectées. Alors là, ce qu'on appelle les pro-médicaments, mais les pro-vaccins, ça n'existait pas. Donc tout ça, on ne connaît pas la dose de ce qu'on injecte, on ne connaît pas la dose du produit actif, c'est-à-dire la spike qui est produite, parce que ça dépend du métabolisme de la personne, ça dépend de l'âge, enfin voilà. Et ça n'a surtout pas du tout été testé par les fabricants, et ça n'a pas été exigé par les agences de réglementation. Voilà. ça veut dire Ce qui est énorme, qu'aujourd'hui, il y a pas même possible. personne qui peut dire que les gens vaccinés produisent de la spike, puisqu'on ne sait pas ce que ça fait. Alors, il y a des tests qui ont été faits par des laboratoires, par des scientifiques indépendants après la commercialisation, et qui ont trouvé chez des vaccinés de la spike, mais entre zéro et des taux énormes, entre rien du tout. Il y en a qui en fabriquent pas du tout, et il y en a d'autres qui en fabriquent autant qu'une personne qui a un COVID, une COVID très sévère. Donc, ils sont, voilà. Donc la C'est-à-dire que fourchette on est retrouve énorme, quoi. aussi chez des gens non vaccinés, si on dit que chez les gens non vaccinés, c'est le Covid. Du coup, est-on pas dans un biais interprétatif? Encore une fois, je vais redire que je mesure statistiquement les effets indésirables, il n'y a pas de sujet hein, là-dessus. Mais sur la spike, euh, je vois une interprétation où on dit la spike fait ça, mais de là, je vois pas le saut à partir duquel on dit que les vaccinés produisent de la spike. Puisqu'en effet, il n'y a aucune corrélation, enfin, il y a pas de logique, puisqu'en fait, il y a n'importe quoi dans les fioles et qu'on voit n'importe quoi sur les gens. Mais comme on voit des gens pas vaccinés qui ont aussi, la spike, c'est la protéine, hein, si je dis pas de bêtises, ils ont aussi, peuvent aussi avoir en grande quantité la même protéine. Bah, je vois pas Alors, non, pourquoi est-ce mais qu'on dirait que ce sont justement, les. déjà, voilà, déjà, il n'y a pas d'étude qui a été faite de grande ampleur. Il y a quelques scientifiques indépendants qui ont fait ça. Il faut dire que là, maintenant, on sait, il va y avoir des méthodes qui sont expérimentales, mais qui vont être peut-être développées en grande quantité pour doser et caractériser la spike vaccinale et la différencier de la spike virale. Donc là, on va peut-être enfin pouvoir faire la différence. Je sais que sur certains petits échantillons, les équipes de Kevin McKernan ont trouvé que les effets indésirables étaient corrélés en fonction des lots, en fonction du taux de contaminant ADN, de la contamination ADN, voilà, tout ça. Ça, c'est Mais tout autre ça, chose. ce Ça, ce c'est sont pas la des spike. indices. Mais l'ADN, il fait fabriquer de la spike aussi, hein, encore plus, encore mieux que l'ARN, c'est beaucoup plus stable l'ADN. Puis surtout si ça s'intègre dans le génome, ce qui est possible, qui n'est pas prouvé, mais qui est possible, ça va faire fabriquer de la spike. Là, euh, récemment, on a vu des témoignages de jeunes personnes vaccinées qui, 2 ans après ou 3 ans après le vaccin, ont des taux d'anticorps au plafond. Et donc, une interprétation possible, il faudrait leur doser la spike, c'est qu'ils ont intégré la spike, le gène de la spike, et qu'ils produisent en continu de la spike. Voilà. Mais tout ça, il faut faire des études. Ça n'a pas été fait. Donc, Oui. il y a des scientifiques honnêtes qui essayent de mettre au point des techniques justement pour différencier la spike virale, la spike vaccinale, l'ARN viral, l'ARN vaccinal. Mais il faudrait pouvoir doser ça chez les personnes qui ont des effets indésirables, justement, pour voir si Les elles autres. ont encore
de la spike vaccinale, si c'est intégré dans leur génome, en séquençant leurs cellules dans certains organes définis. Voilà, tout ça, c'est à faire. C'est un champ énorme de travail à faire. Oui, et puis sur l'ADN, il y a Buchholz qui a témoigné au Sénat et qui explique que, vu que dans la fabrication, déclarée par les fabricants, il y avait l'intervention de Escherichia coli, bah, il se demande si de l'ADN qu'on trouve pas, c'est pas aussi de l'ADN de bactéries qui a rien à faire là et qui est mal séparé et que donc ce qui fait qu'on retrouverait absolument n'importe quoi à l'intérieur des fioles, ce qui peut expliquer aussi un certain nombre d'effets indésirables, hein, que Oui, l'on les voit. endotoxines bactériennes, ça peut être, qui viennent des bactéries qui servent à la fabrication, ça peut aussi être très, 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 très toxique. Mais ce qui est certain, c'est on a retrouvé des quantités important d'ADN du plasmide, c'est-à-dire qui contient le gène de la spike vaccinale complet dans les flacons. Donc, il y a Oui, certaines oui. personnes qui ont été injectées avec ça, et l'ADN inclus dans des nanoparticules lipidiques, c'est comme une fusée qui va dans le noyau. Et ça, avec en plus le promoteur du SV40, ça ne peut qu'aider à l'intégration dans le noyau. Donc, il faudrait tester ça sur les vaccinés qui ont des effets indésirables, en effet. Bah, en parlant d'effets indésirables, toi, tu parles de transmission, d'effets indésirables post-vaccinaux, hein. Là encore, je me pose la question et je te pose la question, hein, du biais d'interprétation, c'est-à-dire, ben, si d'un point de vue logique, si on commence à trouver des effets indésirables ou des choses sur des non vaccinés, bah, la première des choses à faire serait plutôt de dire qu'on est ça veut dire que qu'il y aurait pas plutôt le lien systématique à la vaccination puisqu'on le trouverait partout et du coup, pourquoi est-ce que tu privilégies l'interprétation de dire qu'il y aura une transmission de quelque chose, d'un vacciné à un non vacciné? Alors moi, je privilégie rien du tout. Quand j'ai entendu parler de ça, j'ai tout de suite je me suis dit, ah, c'est encore une hypothèse complotiste, ça. Que les gens qui sont en contact proche avec les vaccinés attrapent le vaccin, je n'y croyais pas. Et puis, il y a eu des témoignages de plus en plus. Et puis, comme je le répète souvent, on m'a rapporté un enfant de 7 ans qui a fait un AVC sans facteur de risque de parents fraîchement vaccinés. Voilà. Donc là, je me suis mise à chercher. Et j'ai cherché dans la littérature scientifique ce qu'on savait sur ce genre de produit ARN. Et j'ai vu que c'était évident que ça allait passer dans tous les fluides et que les fluides pouvaient pénétrer. Voilà. Par expectoration, par la sueur, par la peau. On sait que ça pénètre. Donc, et maintenant, ça a été démontré que ça passe dans le lait, c'est-à-dire une mère vaccinée, si elle allait, dans la semaine où elle est vaccinée, il se peut, pas chez toutes les mères, que le vaccin ARN passe dans le lait, donc que le bébé boive le vaccin et qu'ensuite ça résiste au suc gastrique et donc que le bébé soit vacciné par le lait. Ça, c'est tout à fait possible. La présence de l'ARN vaccinal dans le lait a été prouvée dans la semaine qui suit la vaccination. Donc, c'est prouvé. Dans le protocole Pfizer, ils avaient l'air de craindre ça, vu ce qu'ils décrivent, ils disaient qu'il fallait faire très attention si pas on avait été mis en contact avec, par exemple, une fiole qui se serait cassée, ça pouvait passer par la peau. Enfin, ils n'écrivent pas comme ça, mais c'est clair. Et que si une personne qui est dans l'essai est en contact avec le vaccin, il ne faut pas qu'elle ait de rapport sexuel, que ce soit un homme ou une femme, voilà, avec son partenaire, parce que s'il y a des risques de passage, voilà. Alors, moi, j'ai prouvé que tout ça était plausible. Évidemment, ça n'a pas été prouvé, sauf le passage dans le lait. Après, il y a des médecins qui soignent les effets indésirables des vaccins, par exemple comme Pierre Corry, qui a toute une tripotée de cas qui sont vraiment assez parlants. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas prouvé à 100%, mais il y a vraiment de forts indices. En tout cas, le passage est tout à fait plausible biologiquement. D'ailleurs, on développe des produits par exemple, par inhalation, on sait que on peut expectorer du vaccin ou de la spike par expectoration des personnes malades et on peut être contaminé par inhalation puisqu'on développe des vaccins ou des produits ARN par inhalation. Donc tout ça, c'est plausible. Par la peau aussi, tout ça est plausible. Peut-être une conclusion sur, l'avenir. Voilà, je te laisse proposer, Ben voilà, moi c'est ce que je répète toujours, ce que j'ai dit dans mon livre. Tout ça, ça a ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire la boîte de Pandore vers des vaccins et des médicaments qui seront quasiment plus testés, qui seront appliqués à toute la population. Et puis les gains de fonction, donc la manipulation génétique des virus pour anticiper entre guillemets des pandémies, ce qui est complètement absurde, ça continue, pas que sur les coronavirus, sur des virus plus dangereux. C'est pour ça qu'ils nous ont prévu la maladie X qui sera due à un virus inconnu, mais enfin ils savent quand même, ils pensent que ça sera grippe ou coronavirus ou Ebola ou Marburg, donc des Nipah, donc des virus qui peuvent être beaucoup plus dangereux.
Et donc, il faut se réveiller là-dessus. Il faut essayer d'arrêter ces gains de fonction. Alors, bon, c'est compliqué, hein, parce que il y a énormément de labos dans le monde qui le font. C'est un danger pour la population humaine entière. Et puis, il faut être très vigilant sur tout ce qui est médicaments innovants, vaccins, en particulier, par exemple, le Beyfortus, un anticorps monoclonal contre la bronchiolite due au VRS, qui a été mis sur le marché aussi en urgence, sans que les essais soient terminés, et qui semble aussi assez toxique et quasiment assez peu efficace. Voilà. Ben, merci beaucoup Hélène pour ces explications et pour nous avoir présenté ton livre que je vais remontrer, La science face au pouvoir. C'est aux éditions Talma. Ce qu'on peut souhaiter aux gens déjà, c'est qu'ils peuvent voir qu'ici on peut débattre et discuter en toute amitié et qu'on n'est pas obligé d'être 100% d'accord sur tout et que la science c'est avant tout le débat. Et on l'a dit au début, ce n'est que quand il y a de la confrontation des idées qu'on peut avancer dans les théories, les réfuter, passer à autre chose ou au contraire les renforcer. Et puis, dernière chose, je pense que le moteur de ce qui a fait la crise Covid-19 avant tout, ça a été la peur, et que la première chose à faire, si jamais ça recommence, c'est de ne pas céder à la panique. Et que quand on a bien vu que tout est passé par des effets d'annonce, par des tests, par des choses qui l'ont entretenu, et surtout, il ne faut pas céder à la peur, puisque c'est ça qui permet de tenir des gens et de leur faire n'importe quoi. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente année 2024 et à très bientôt.